Bonjour et bienvenue dans Géopolitis avec cette question: de quoi Poutine est-il le nom? Un fascisme postmoderne, affirment certains, qui pointe les déportations d'enfants ou la russification forcée dans les territoires occupés du Donbass. Fascisme ou pas, le régime use et abuse de la propagande pour tenter de mobiliser la population pour une guerre sans fin, avec une répression féroce de toute opposition. L'issue de cette guerre dépend en grande partie de la Chine, qui peut décider d'en rester là ou de livrer des armes à la Russie. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fustige l'attaque de drones sur le Kremlin ou l'attentat contre l'écrivain ultranationaliste Zakhar Prilepine. Mais c'est au passé qu'a fait référence Vladimir Poutine en commémorant le 9 mai la victoire sur le nazisme. De nouveau, une véritable guerre a été déclenchée contre notre patrie. Et de mettre en cause, dans un discours d'inversion orwellien, l'élite globaliste occidentale, responsable de tous les maux de la planète. L'Occident provoque des conflits et des coups d'État, entretient un culte pour le nazisme. La veille, le président ukrainien Zelensky, qui réclame un tribunal de Nuremberg pour juger les dirigeants russes, comme les nazis à l'époque, lui avait répondu par avance en faisant appel aux mêmes références historiques. Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu. Se renvoyer l'accusation de nazisme à la figure, est-ce la bonne manière d'aborder ce qui est réellement à l'œuvre en Russie? C'est ce que nous verrons avec notre invité, Anna Colin-Lebedev, spécialiste de la Russie, qui était à Genève pour une conférence consacrée aux guerres russo-ukrainiennes. Avec une réalité qu'il faut rappeler. La guerre actuelle est bel et bien une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Le régime autoritaire des débuts de Poutine dans les années 2000 est devenu un État policier répressif et brutal, imposant le culte de la guerre. Mélanie Ohaillon. Au musée de la bataille de Stalingrad, ces jeunes Russes ont tous enfilé l'uniforme du parfait soldat. Ils sont des dizaines, ce jour-là, à vouloir rejoindre officiellement le mouvement patriotique Younarmia. Cette armée des jeunes, créée en 2016, permet dès l'âge de 8 ans d'acquérir une formation militaire. Durant cette cérémonie, ils jurent tous fidélité à la mère patrie. Nous avons un garçon. Et pour un garçon, je pense que l'essentiel, c'est d'aimer son pays, défendre sa patrie et d'être un patriote. Cette armée des jeunes revendique plus d'1 million de soldats en devenir, répartis dans 89 régions de Russie. Maniement de fusils d'assaut, jeux de guerre ou reconstitution de la Grande Guerre patriotique, la Younarmia prépare ses enfants au combat. C'est ta première fois dans un blindé? Non, ce n'est pas la première fois. On avait été à l'école regarder des tanks. On grimpait dedans aussi. Jusque dans les écoles, des cours patriotiques sont dispensés dès le plus jeune âge. Cette professeure de mathématiques a refusé, elle a été renvoyée. Ils veulent obtenir des petits soldats de plomb. Certains de ces petits soldats iront à la guerre, d'autres fabriqueront des munitions et d'autres créeront des logiciels informatiques pour tout ça. Ces 31 enfants de retour à Kiev avaient été emmenés en Russie depuis les territoires occupés. L'ONG ukrainienne, à l'origine de ce rapatriement, parle de sa 5e mission de sauvetage. Kiev estime qu'au moins 20 000 enfants ukrainiens ont été transférés illégalement vers la Fédération de Russie depuis le début de la guerre. À Kherson, dans ce centre d'accueil pour orphelins ou enfants placés, les éducateurs parlent de déportation. Nous avons commencé à recevoir des informations sur des Russes qui enlevaient des enfants dans des endroits comme le nôtre. Le directeur a décidé que pour que nos enfants ne soient pas déportés, nous devions les cacher. Le gouvernement russe est pourtant bien loin de cacher le transfert de ces enfants sur son territoire. La commissaire aux droits de l'enfant les met même en scène régulièrement sur son compte Telegram.
Maria Belova se félicite d'un succès humanitaire. Il était important pour nous de veiller à ce qu'ils soient en sécurité et en bonne santé, de leur donner la possibilité d'apprendre, de leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Jusqu'à présent, nous avons placé 380 enfants dans des familles. Un mandat d'arrêt a été émis fin mars par la Cour pénale internationale à l'encontre de Maria Belova et Vladimir Poutine. Ils sont présumés responsables de crimes de guerre pour déportation illégale. Moscou a également modifié sa législation pour permettre à ses enfants d'obtenir plus facilement la nationalité russe. Dans les territoires occupés, Vladimir Poutine vient d'ailleurs d'imposer le passeport russe. Les Ukrainiens devront demander leur nouvelle nationalité d'ici juillet 2024. En cas de refus, ils pourront être expulsés. Bonjour Anna Colin-Lebedev. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre. Vous êtes une spécialiste des sociétés post-soviétiques. Vous avez publié l'année dernière un essai très remarqué, Jamais frères, qui allait vraiment au fond de votre étude sur les sociétés russes et ukrainiennes. Vous êtes ici pour une conférence importante sur la guerre russo-ukrainienne. On le voit, hein, ces déportations d'enfants, cette russification forcée, ces bombardements de civils. Comment qualifier l'évolution du régime de Poutine ? Alors, le régime de Poutine a effectivement énormément changé, déjà en amont de cette guerre sur ces dernières années, mais surtout, il se transforme dans la guerre au fur et à mesure que la guerre se transforme elle-même. Nous savons tous que la guerre, telle qu'elle est conduite aujourd'hui en Ukraine, n'est pas celle qui avait été anticipée par le pouvoir russe, qui anticipait effectivement une opération spéciale courte, avec un volet politique important, plus important que le volet militaire. Avec l'enlisement de la guerre, je dirais, il y a des dynamiques internes qui se mettent en place en Russie, qui font non seulement que le régime se durcit, mais qu'il se transforme et que le rapport du pouvoir à la population se transforme. Il se transforme en quoi, ce régime ? Alors, certains parlent de fascisme postmoderne. Est-ce que c'est exagéré ? Est-ce qu'on est quelque part là autour ? Alors, je pense que, vous voyez, là, on donne des qualificatifs qui sont des qualificatifs destinés à disqualifier plus qu'à comprendre. À mon sens, ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir la dynamique, parce que le régime politique russe, j'aurais tendance à dire qu'il change tous les mois depuis le début de la guerre en Ukraine. En tout cas, il évolue et il y a un certain nombre de changements qui ne sont pas seulement quantitatifs, ce n'est pas seulement répressif et plus répressif encore, mais ils sont également qualitatifs. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On observe effectivement d'une part un durcissement de la répression. On observe également une arrivée de l'idéologie dans ce régime, qui en était absolument absente. Et je pense que ça, c'est un élément clé, c'est-à-dire que ce n'est pas plus d'idéologie là où il y en avait encore, c'est que désormais, en fait, le pouvoir juge nécessaire de mobiliser la population autour d'un message idéologique. Et ce message idéologique est celui que la menace, en fait, la menace extérieure, l'ennemi, est quelque chose de historiquement ancré, qui en fait menace la Russie aujourd'hui et il faut que l'État tout entier se mobilise contre cet ennemi extérieur. Alors cette transformation que vous décrivez, elle est l'œuvre de qui finalement ? De Poutine ou de son entourage ? On dit qu'il a fait le choix de ne plus s'entourer que des durs, les fameux siloviki. Est-ce que c'est ça qui explique cette évolution ? Le rôle de Vladimir Poutine était déjà extrêmement important sur, je dirais, sur la dernière décennie de son maintien au pouvoir, dans la mesure où on est dans un système de gouvernement très vertical et très basé sur des allégeances personnelles, de personne à personne, de loyauté personnelle. Et donc, effectivement, tout au sommet, la loyauté à Poutine, en définitive, pèse énormément. Cependant, il y avait quand même une dimension collégiale dans l'exercice du pouvoir dans l'État russe sur ces dernières années. Par exemple, il y a des ministres qui gèrent les affaires économiques, qui gèrent la dimension culturelle, qui gèrent l'éducation, qui gèrent la santé. Et je dirais, par exemple, la dimension économique pesait dans la prise de décision. Le revenu que l'État russe peut tirer et qui peut nourrir aussi ses autres ambitions comptait. Aujourd'hui, ce que l'on observe, alors c'est effectivement un rétrécissement des centres de décision, mais c'est surtout que les logiques militaires soumettent toutes les autres logiques, y compris les logiques de prospérité, y compris les logiques d'enrichissement, y compris d'ailleurs les logiques d'enrichissement de ceux qui se sont enrichis grâce à ce régime. D'où ce culte de la guerre. Il y a véritablement ça qui est maintenant mis en avant. Peut-être le culte de la mort, certains diront. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est profondément ancré, cette volonté, cette nécessité de faire la guerre ?
Les anthropologues vous diront qu'il y avait des traces de cela et des signaux qui auraient dû nous alerter en fait sur la montée de cette référence au passé et de cette référence et de cette valorisation du sacrifice pour la patrie. Je dirais que nous n'en sommes pas encore là, c'est-à-dire que le pouvoir russe n'a pas pris la décision de mobiliser complètement encore la population au nom d'une guerre. Tous les Russes ne sont pas appelés, je dirais, à prendre les armes et à aller combattre. On est face à un pouvoir qui a demandé pendant très longtemps aux Russes de ne se préoccuper de rien et surtout pas de la chose politique, surtout pas d'intérêt général, surtout pas de l'avenir de leur pays, mais je dirais de gagner de leur argent, de vivre leur vie et de laisser le pouvoir s'exercer comme il l'entend, d'être indifférent à l'exercice du pouvoir. Et aujourd'hui, on a une logique où, je dirais, le Kremlin balance entre deux logiques, celle de ne pas inquiéter les Russes, de ne pas les impliquer, de mettre en avant, je dirais, de valoriser cette passivité de la population et en même temps la nécessité de la mobiliser pour la guerre, y compris par exemple la sphère économique. Alors, il y a aussi une lecture intéressante, c'est de voir comment Vladimir Poutine, lui, a changé par rapport, disons, à la façon dont il voyait l'Ukraine. Comment vous l'analysez, vous, on va dire, ce négationnisme? Parce que finalement, en gros, pour lui, l'Ukraine n'existe pas. Aujourd'hui, effectivement, on a un Vladimir Poutine qui est extrêmement conscient et préoccupé par ses relations avec son voisinage et très spécifiquement par l'Ukraine. Je pense que ça aussi, c'est le résultat d'une construction progressive. À mon sens, l'Ukraine n'a pas été, ou en tout cas n'apparaissait pas aussi centrale pour le pouvoir russe dans la première décennie de l'exercice du pouvoir poutinien et encore moins dans la Russie de Boris Yeltsin. Cet intérêt pour ce voisin qui s'éloigne, je dirais, est devenu préoccupant, est devenu important à partir du moment où précisément l'Ukraine, et notamment la population ukrainienne, a exprimé très explicitement une volonté de s'éloigner de la Russie. Et ce moment-là, on peut le dater, c'est 2014, la révolution du Maïdan, où les Ukrainiens massivement décident de se détourner d'un partenariat privilégié avec la Russie au nom d'un partenariat privilégié avec l'Union européenne. Alors évidemment, tout cela repose sur une propagande extrêmement puissante, extrêmement forte. On va se retrouver juste après ce sujet de Elsa Anguinolfi. Célébrer le passé pour glorifier le présent. Ce 9 mai, la Russie commémorait la victoire soviétique sur l'Allemagne nazie. Mais c'est la guerre en Ukraine qui était au cœur des cérémonies. Plus d'un an après le début de l'invasion russe et quelques mois après la mobilisation partielle, le pouvoir met en scène l'unité du pays et sa détermination contre son nouvel ennemi, l'Occident. Il semble qu'ils aient oublié à quoi ont conduit les prétentions insensées des nazis à dominer le monde. Ils ont oublié qui a vaincu ce mal total, monstrueux, qui s'est dressé comme un mur pour sa terre natale et qui n'a pas épargné sa vie pour la libération des peuples d'Europe. Pour les spectateurs, la victoire est pour bientôt. Un sentiment de fierté a toujours surgi pendant la parade, et aujourd'hui encore. Mais maintenant, il y a une nouvelle émotion et une foi en la victoire, dans une nouvelle victoire en Ukraine. Nous espérons et croyons tous qu'il y aura une victoire. Je voudrais souhaiter aux hommes avec lesquels je sers bonne chance, continuez, tout ira bien. Nous rentrerons probablement tous bientôt chez nous. Nous espérons que tout se terminera bientôt. Selon l'Institut de sondage Levada, plus de 70% des Russes soutiennent l'action de leurs forces militaires en Ukraine. Des forces glorifiées, tout comme la puissance des armes russes, malgré les difficultés rencontrées sur le front, quasi figées depuis des mois. Les voix discordantes sont réduites au silence, comme celle de la journaliste Marina Ovsianikova, qui avait protesté en direct contre la guerre en Ukraine en mars 2022. Protester dans la Russie actuelle est impossible. À peine on lève la tête, aussitôt notre vie est complètement détruite. C'est un véritable État totalitaire, cela ressemble à l'époque de Staline. Le Kremlin utilise la répression politique et la psychiatrie punitive. Selon l'ONG OVD Info, plus de 19 000 personnes ont été arrêtées pour leur position anti-guerre depuis mars 2022. La répression s'abat sur des pans très larges de la société, des opposants, des artistes, mais aussi des familles inquiétées pour des dessins ou des propos jugés anti-guerre de leurs enfants. Alors on voit évidemment l'importance des grands rassemblements, comme par exemple les célébrations du 9 mai. Mais au fond, que pensent vraiment les Russes de cette guerre ?
Bien évidemment, je vais vous répondre comme tous mes collègues, c'est un sujet très compliqué. Déjà parce que les enquêtes sur lesquelles nous avions l'habitude de nous baser, aussi bien quantitatives que qualitatives, n'opèrent plus. Les enquêtes quantitatives, vous voyez, dans un état extrêmement répressif, où toute critique du pouvoir peut vous conduire en prison, quand quelqu'un vous pose la question « Soutenez-vous l'opération militaire spéciale ?», bien évidemment, votre réponse est connue d'avance. Mais je dirais les enquêtes qualitatives également. Aujourd'hui, les chercheurs ne peuvent plus faire d'entretien véritablement sans mettre en danger leurs interlocuteurs. Donc, on a ce que l'on sait certainement, c'est qu'il y a des logiques, je dirais, d'évitement qui sont massives et également d'évitement de réponse et des logiques par lesquelles les citoyens se préservent d'une position trop affirmée qui leur laisserait la vie, je dirais, qui rendrait la vie insupportable. Mais bien évidemment, vous voyez, rien n'est quantifiable. Il y a une chose cependant que l'on peut voir. Et ce qu'on peut voir, c'est les pratiques. Vous voyez, les attitudes ne parlent pas dans un État autoritaire. En revanche, les pratiques nous disent beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple le manque d'empressement des Russes à s'enrôler comme volontaires pour partir combattre dans le Donbass, en dépit de leur déclaration de soutien à l'opération militaire spéciale. Donc, par exemple, la mobilisation volontaire ne fonctionne pas, mais est-ce qu'il peut y avoir une mobilisation à nouveau un peu imposée ? La première vague de mobilisation, qui était complètement inédite, il n'y avait pas eu de mobilisation en Russie depuis l'Union soviétique, depuis la Seconde Guerre mondiale, cette vague a énormément inquiété les Russes, a provoqué également une vague de départ, mais surtout, je dirais, a déstabilisé profondément la société qui se reposait sur l'idée que l'État ne vous touchera pas si ne vous touchez pas à l'État. Et donc le pouvoir est aujourd'hui réticent à cette deuxième vague. Il cherche des moyens moins visibles de recruter des combattants dont il a extrêmement besoin dans cette guerre qui est très meurtrière pour l'armée russe. Alors par exemple en encourageant les Russes à signer des contrats avec l'armée, en trouvant des moyens d'envoyer des jeunes conscrits sur le front, en leur faisant aussi signer des contrats très rapidement. Et puis, je pense qu'on n'est pas non plus à l'abri de petites mobilisations ponctuelles qui seront moins visibles, qui seront faites de manière plus intelligente que ne l'a été la première vague, et qui, je dirais, dilueront tout ça pour maintenir les Russes dans l'impression qu'il ne se passe rien. Le groupe Wagner, c'était une solution, mais on voit que, vu ce que Prigojine dit en ce moment sur Poutine, c'est plus tout à fait ça, quoi. Le groupe Wagner était indispensable. Alors Prigojine ne dit pas grand-chose sur Poutine et il se dédie bien de dire que ses remarques critiques en fait portent sur Poutine. Il a démenti depuis en disant mais il y a plusieurs personnes en réalité dans le gouvernement militaire qui peuvent porter ce nom de papy. Alors, Prigojine, aujourd'hui, effectivement, on n'arrive pas à savoir à quel point sa présence est indispensable sur le terrain. En tout cas, moi, en tant que sociologue, je n'ai pas accès à ce type d'informations. Ce que l'on voit, en revanche, c'est que la guerre permet aujourd'hui à des capitaux militaires d'être convertis en capital politique. Et c'est spécifiquement ce qui arrive à Prigojine. C'est-à-dire Prigojine, aujourd'hui, se positionne comme un homme politique de demain qui a un franc-parler, qui dit les choses non pas qui plaisent mais telles qu'elles sont, et qui s'adresse à la fois à Poutine, aux patriotes et aux Russes ordinaires. Il y a aussi une frange importante de la population russe, qui sont les élites économiques, qui avaient évidemment fait beaucoup d'argent. Quelle attitude sont-ils en train d'adopter ? Alors, les élites économiques ont beaucoup perdu dans la guerre et pour certaines ont beaucoup gagné dans la guerre. C'est-à-dire que ceux qui vivaient grâce à une coopération et à des échanges avec l'étranger, notamment avec l'Occident, ont bien évidemment perdu énormément et n'avaient pas intérêt à soutenir cette guerre. Cependant, je dirais, les alternatives n'étaient pas très claires pour les milieux économiques et le pouvoir politique a très vite fait de dire aux milieux d'affaires, si vous restez, si vous êtes loyaux, il y aura de l'argent à la clé. Et il y en a. Il y a d'une part les capitaux et les actifs des entreprises occidentales qui sont partis et qui se revendent pour une bouchée de pain, qui sont cédés pour une bouchée de pain à des entreprises russes. Et puis il y a tout l'argent que l'État russe injecte dans la guerre, et notamment dans les commandes liées au secteur militaire, avec une possibilité corruptive très importante. Donc il y a des milieux d'affaires, je dirais, qui en faisant les calculs considèrent que pour l'instant il y a plus à gagner dans cette guerre. Mais si ça se passe mal militairement, ça peut se retourner très très vite la situation en Russie ? Bien évidemment. Je dirais que on sait depuis plusieurs mois déjà à quel point différents cercles dans les élites économiques, mais aussi dans les élites politiques et également dans les élites locales, je dirais, ne sont pas forcément favorables à la poursuite de la guerre, mais une fois de plus, en faisant les calculs avantages-inconvénients, ils voient que le coût de la protestation est très important. Vous voyez, si un premier pas est franchi, s'il y a un retournement de situation, je pense que les élites seront nombreuses à suivre. C'est la fameuse équation coût-opportunité d'une défaite militaire, éventuellement d'un départ de Poutine ? Absolument, mais bien évidemment, le départ de Poutine pose la question « et qui ensuite ?»
Et si vous êtes, vous voyez, un représentant des élites économiques ou politiques russes, vous avez une rente, vous avez une position pour vos enfants à défendre. Et la question que vous vous posez, c'est est-ce que demain, en fait, l'après-Poutine, ai-je encore la garantie de conserver ma position? Donc tout ça, c'est des calculs dans lesquels les Russes qui sont dans des positions de pouvoir sont engagés au quotidien. On ne les voit pas, bien évidemment, mais à mon sens, ces éléments-là joueront un rôle clé dans l'après-Poutine. Bien, merci Anna Colin-Lebedev, c'était passionnant de vous entendre nous évoquer toutes ces questions sur le plateau de Géopolitis. Alors je sais que Twitter n'est plus ce qu'il était, mais quand même on peut continuer à suivre vos analyses sur votre fil Twitter qui est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Personne ne peut prédire quand et comment finira cette guerre, sauf peut-être Xi Jinping qui en détient la clé. Après avoir assuré à plusieurs reprises Vladimir Poutine de son amitié indéfectible et avoir communié avec lui dans la même haine de l'Occident, ira-t-il jusqu'à lui livrer des armes au risque d'une troisième guerre mondiale ou sifflera-t-il la fin de la partie? Anne Delette. Une guerre qui s'éternise. En visite sur le front, le président Zelensky sait que le rôle de la Chine est central dans l'issue du conflit et que Pékin peut faire la différence. 14 mois qu'il attend. Le moment est historique, un événement qu'il partage directement avec le peuple ukrainien. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le dirigeant de la Chine. Une conversation longue et assez rationnelle. On dit généralement que de telles conversations ouvrent des opportunités. Il y a désormais une opportunité de donner un nouvel élan aux relations entre l'Ukraine et la Chine. À 6000 km de là, on précise que l'initiative est venue de Kiev, histoire de ne pas froisser Moscou. La Chine, qui a déjà proposé un plan de paix en février, se pose en médiatrice incontournable, la Chine faiseuse de paix. La Chine s'est toujours rangée du côté de la paix, et sa position fondamentale est de promouvoir les pourparlers de paix. Et pourtant, la Chine n'a jamais condamné l'invasion. Promouvoir la paix et préserver ses liens avec Moscou, voilà le paradoxe. Le 21 mars de cette année, Xi Jinping est invité au Kremlin avec tous les honneurs dus à son rang. Celui d'un président à la tête d'une Chine puissante face à une Russie affaiblie par les sanctions internationales. La coopération russo-chinoise a des possibilités et des perspectives vraiment illimitées. Et le président chinois va plus loin. Ses accents sont prophétiques. Les liens sino-russes sont d'une importance vitale pour l'ordre mondial moderne et le destin de l'humanité. Un toast scelle l'alliance des deux puissances appelées à combattre l'hégémonie occidentale et l'ordre libéral. Mais au-delà des promesses d'avenir, une Russie affaiblie a aussi ses avantages. La Sibérie regorge de gaz et de pétrole. En 2022, le commerce avec son grand voisin a atteint un record de 190 milliards de dollars, soit un bond de 30% par rapport aux années précédentes. Vu de la place Tiananmen, l'Ukraine semble bien loin. Et pourtant, de tous les pays concernés, la Chine est sans doute celui qui tire le mieux son épingle du jeu. Ce conflit lui permet de favoriser sa montée en puissance. Et Xi Jinping se rêve en nouvel arbitre d'un monde façonné pour servir ses intérêts. Si Staline fait incontestablement partie du camp des vainqueurs du nazisme, on a vu l'importance des célébrations du 9 mai en Russie, il a d'abord cru pouvoir pactiser avec Hitler qui n'a pas hésité ensuite à envahir l'URSS. Un pacte germano-soviétique contre nature qui faisait suite aux accords de Munich où la France et l'Angleterre abandonnaient une partie de la Tchécoslovaquie aux nazis dans l'espoir vain d'éviter la guerre. C'est notre rubrique ce jour-là. Qui pouvait bien croire encore à la paix en cet été 1939 ? L'Europe n'était même pas guérie de sa première grande guerre, la Der des Der. Oui, la guerre était inévitable, mais pas forcément pour demain, quand brusquement, les deux dictateurs que tout oppose vont mettre en commun leurs intérêts. Hitler et Staline vont signer un pacte de non-agression. Donc, ce 23 août 1939, le renversement des alliances est un fait accompli.
La signature de Ribbentrop et de son homologue soviétique Molotov scelle une alliance contre nature. Maintenant, Hitler peut commencer sa guerre. De toute façon, son but, et il l'a dit dès le 3 février 1933, 3 jours après être arrivé au pouvoir, aux généraux, son but, c'est la conquête d'espace à l'Est et sa germanisation. Et ça s'est fait rücksichtslos, c'est-à-dire impitoyable. La nouvelle inouïe de la conclusion d'un pacte de non-agression entre l'Allemagne nationale-socialiste et la Russie soviétique produit dans les démocraties une impression de surprise et même d'indignation devant tant de duplicité de la part des deux contractants. La guerre en Ukraine a donné lieu à toute une production de livres. Nous en avons retenu 2. Tout d'abord, celui de notre invitée, Jamais Frère, aux éditions du Seuil. Excellente connaisseuse des sociétés russes et ukrainiennes, elle montre que le destin de ces deux peuples si intimement liés par l'histoire est en train de se séparer irrévocablement depuis 2014. Autre livre intéressant de la juriste Mathilde Philippe-Gay, Peut-on juger Poutine, chez Albin Michel. En faisant le parallèle entre l'invasion américaine de l'Irak et l'invasion de l'Ukraine, elle montre pourquoi il aurait été impossible de juger George Bush pour l'agression et les atrocités commises en Irak. Alors que depuis 2018, la Cour pénale internationale est devenue compétente pour le crime d'agression, ce qui permettrait de juger Poutine. Je vous remercie à nouveau pour votre fidélité exigeante et vous donne rendez-vous pour une prochaine émission consacrée à l'afflux de migrants vers les États-Unis. Portez-vous bien.